OK. OK. Alors, on peut continuer. Et sur la diapo suivante, vous voyez ici Jarrier qui se trouve, enfin, en tout cas, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. En fait, Jarrier se trouve à une dizaine de kilomètres de cette ville. Vous la voyez donc sur cette diapositive qui a été prise à partir de la croix de la Chevrotière. Et sur ces photos que j'ai prises l'été dernier, vous pouvez voir que l'air est embrumé. Vous voyez de la brume. Hein. Et pour l'anecdote, il s'agit de la fumée des feux de forêt du Manitoba qui était portée par les courants de haute altitude et qui a rejoint les vallées alpines au début du mois de juin 2025, alors que je venais d'arriver à Jarrier. Donc, je pense que c'est moi qui les ai amenés. Je les ai peut-être amenés avec moi en voyageant. En tout cas, je voulais vous signaler cet aspect-là parce que d'habitude, les vallées sont quand même assez claires. Là, il n'y a pas tellement de pollution, mais vous voyez ici, il y a de la brume. Alors, à quoi ressemble la vie à Jarrier au début du XXe siècle? Tout d'abord, on peut mentionner que cette commune de Jarrier se compose de nombreux hameaux qui se répartissent sur le flanc de la montagne à une altitude allant de 760 mètres à plus de 2000 mètres. Vous pouvez voir le nom de plusieurs d'entre eux sur la carte de gauche et on les devine également sur la photo de droite qui illustre aussi l'éparpillement de la commune. Chaque hameau possède des structures bâties à usage collectif, dont des chapelles. Vous voyez ici l'une de ces chapelles, la chapelle Saint-Roch, qu'on appelle aussi la chapelle rose, à cause de la couleur de son crépi. Et vous pouvez y voir donc l'extérieur de la chapelle et aussi l'intérieur. Il n'y a à l'époque que des sentiers que l'on emprunte à pied ou à dos de mule pour rejoindre tous ces hameaux. L'été, les femmes et les enfants montent à l'alpage avec le bétail et vont y rester jusqu'à l'automne. Jarrier est une commune pastorale et les Jarriens, en plus de pratiquer une agriculture de subsistance, vivent de l'élevage extensif et de la vente de produits laitiers comme le beurre qu'ils fabriquent et vendent au marché de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, qui est Jean-Louis Picton, qui nous a laissé ce mémoire de l'émigration? Il est né le 21 juillet 1871 à Jarrier et ses parents sont Casimir Picton et Pétronille Juillard. On sait peu de choses sur ses jeunes années, peut-être que je vais en apprendre de la famille, si ce n'est qu'il reste dans sa commune d'origine. Et la photo que vous voyez sur la diapositive, qui est d'ailleurs une photo qui est ici aux archives, nous montre qu'il a fait partie du 158e régiment d'infanterie, puisqu'il en porte l'uniforme. Ce régiment d'infanterie, c'est l'un des 3 régiments qui est affecté à la défense des Alpes et il a vraisemblablement fait son service militaire entre 1892 et 1894. L'année suivante, en 1895, il épouse Sophie-Louise Desquier et leur premier enfant, Pierre, va naître l'année suivante. Comme les autres villageois de Jarrier, Jean-Louis Picton est propriétaire terrien et il pratique une agriculture de subsistance. On peut se demander pourquoi Jean-Louis et plusieurs de ses compatriotes décident de quitter la Savoie. Dans la préface de son mémoire, Jean-Louis expose les motifs de son départ de Jarrier. Il les résume dans la première phrase de son journal que vous voyez ici. Il dit ou écrit « L'immigration, qui prit en 1904 une certaine importance, fut décidée à la suite des événements politiques et par les soucis de la recherche d'une existence meilleure, plus confortable. 2 raisons principales sont donc à l'origine de l'immigration. En mentionnant les événements politiques, Picton fait référence aux politiques anticléricales de la Troisième République, à la laïcisation de l'enseignement et la fermeture des établissements congréganistes. On voit aussi que c'est pour trouver de meilleures conditions de vie que l'immigration est envisagée. En Savoie, comme dans d'autres régions agricoles françaises à cette période, les propriétés sont petites, elles sont morcelées et partagées à chaque génération. Leur exploitation ne suffit généralement pas à faire vivre les familles, qui sont d'ailleurs en plus souvent nombreuses. Jean-Louis mentionne également dans son mémoire l'épuisement des sols et le poids des impôts. Pour
pour augmenter ses revenus, il occupe aussi un emploi de facteur des postes et télégraphes à Saint-Julien de Maurienne, qui, dit-il dans son mémoire, lui rapporte si peu qu'il n'est pas fâché de le quitter. On peut se demander également pourquoi les Jariens se dirigent vers le Manitoba. Je me suis posé cette question aussi, pourquoi est-ce que je me suis dirigée vers le Manitoba? Principalement, revenons à nos Jariens, principalement parce que l'un des leurs, Maurice Fay, avait déjà tenté l'aventure de l'émigration dans la jeune province quand les terres des prairies venaient de s'ouvrir à la colonisation agricole à la fin du 19e siècle. En 1895, Maurice Fay et sa famille vont s'établir dans la région de la montagne Pembina, à Ratwell, à 14 km au nord du village de Notre-Dame-de-Lourdes. Mais moins d'une dizaine d'années après, ils décident de revenir en France avec l'intention d'y rester. Différentes raisons motivent ce retour dans leur pays d'origine. D'abord, leur terre est environnée d'anglophones et ils craignent de voir leurs enfants épouser des protestants. Ensuite, ils y vivent très modestement et ils ont également perdu l'un de leurs enfants. Enfin, d'une manière générale, ils ont le mal du pays. Comme on va le voir, après une année passée en France, Maurice Fay va finalement reprendre le chemin du Canada. Donc, à son retour en Savoie en 1903, Fay est accueilli par ses amis et les membres de sa famille restés à Jarier, et il va faire le tour des maisons des hameaux pour partager son expérience de l'immigration. Il expose les réalités de la vie au Canada. Il se rend également chez les Pictons, et à l'issue de cette visite, la famille décide d'émigrer. Alors voici comment Jean-Louis raconte cette rencontre décisive. Il dit « Quelques jours après son arrivée, donc l'arrivée de Fay, nous eûmes l'honneur de la visite de Maurice Fay, une soirée. Et le temps nous parut court, quoique nous fûmes en conversation au moins pendant 5 heures. Il nous fit le récit de ses angoisses comme de ses joies, des peines qu'il eut à surmonter comme des succès qu'il eut le bonheur d'apprécier. Il nous fait aussi la description du Canada, de ses avantages et de ses désagréments. Et après avoir balancé en nous-mêmes le bon et le mauvais côté, le bon l'emporta. Nous considérâmes aussi qu'en Maurienne, et à Jarier en particulier, les désagréments l'emportaient presque toujours sur les avantages et que le Canada offrait beaucoup d'avantages, tant au point de vue de la production agricole et de l'application des nouveaux outils perfectionnés, qu'au point de vue politique. La liberté de conscience y était observée, la liberté d'enseignement aussi. Et pour un père chargé de famille, désireux d'élever ses enfants chrétiennement, ces avantages n'étaient pas à dédaigner. Comme conclusion de cette première causerie, nous prîmes la décision d'aller habiter le Canada. Alors, cette décision semble rapide, mais le journal de Jean-Louis montre qu'elle est mûrement réfléchie et elle repose vraiment sur une analyse raisonnée de la situation. Alors, ainsi, dès le printemps suivant, Maurice Fay, qui a sans doute pris conscience que la vie en Savoie ne s'annonce pas meilleure qu'au Canada, on dit aussi qu'il aurait été poussé par ses enfants qui voulaient revenir au Canada. Donc Maurice Fay va prendre la tête d'un premier groupe de Jariens qui décident de partir. Ils sont 26 à quitter leur village qui, à l'époque, compte un peu plus de 900 habitants. Donc on le voit ici au centre de cette photographie qui a été prise le jour de leur départ, le 24 avril 1904. Et il est à côté d'Alexis Desquier. Alors Alexis, que l'on voit sur cette autre photo, à droite, avec son père et sa fratrie, est le frère de Sophie-Louise, l'épouse de Jean-Louis. Et Jean-Louis le charge de préparer le terrain à l'émigration de la famille Picton, qui, si tout se passe bien, est prévue l'année suivante. Alors, il y a ici un fait intéressant que les journaux québécois de l'époque nous apprennent. Ce premier groupe de Jariens se dirige d'abord vers le lac Saint-Jean au Québec, avant d'aller à la montagne Pembina. Maurice Fay a probablement été en contact avec un agent de la Société de colonisation du lac Saint-Jean et recruté des immigrants français à l'époque de la migration des Jariens. Peut-être qu'il ne voulait pas retourner au Manitoba. Après tout, il en était parti avec l'intention de rentrer définitivement en France. Ayant décidé de tenter de nouveau l'aventure canadienne, il pensait peut-être que le Québec offrirait de meilleures opportunités à sa famille et à ses compatriotes. Il semble pourtant que l'expérience n'ait pas été concluante, car la plupart des Jariens ne restèrent qu'1 mois au lac Saint-Jean
avant de se diriger vers l'ouest. Donc, ils s'établissent dans la région de la montagne Pembina au Manitoba, que la famille de Maurice Fay avait quitté l'année précédente. Pendant ce temps-là, à Jarrier, les Pictons vont organiser leur départ. Ils doivent se libérer du bail de l'une de leurs fermes et en vendre une autre afin de se dégager de leurs obligations et de réunir l'argent nécessaire au voyage et à l'établissement au Canada. Jean-Louis reçoit également l'appui de son père, qui se défait de certains de ses biens fonciers pour les partager entre ses 5 enfants. Jean-Louis vend alors sa part à son frère et à ses sœurs pour avoir des liquidités. Du Manitoba, il va recevoir régulièrement des nouvelles, qui sont des nouvelles encourageantes de son beau-frère, Alexis, qui lui écrit. Il lui dit qu'il a acquis un quart de section qui est destiné à la famille Picton dans le secteur de Heywood, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Saint-Claude. Il ne reste à la famille Picton qu'à s'occuper des derniers détails avant le départ, notamment réserver des places sur le bateau qui fera la traversée transatlantique. La famille Picton d'Équier, qui s'apprête à partir au printemps 1905, est composée donc de Jean-Louis, que vous voyez ici sur la photo, de son épouse qui se trouve à côté de lui, Sophie-Louise, de ses beaux-parents qui sont assis, Marie-Martin et Généreuse d'Équier, et des 5 enfants du couple. Alors sur la photo, il manque Anaïs, qui va naître au printemps, donc en avril 1904, et la photo est prise au printemps 1904, probablement soit juste avant sa naissance, soit elle était trop petite pour apparaître sur la photo. La photo a probablement été prise avant le départ d'Alexis, que l'on voit également sur cette photo. Alors en 1905, la famille ne sera pas la seule à faire ce voyage. Quand elle quitte la Savoie pour le Manitoba, elle est accompagnée de 11 autres Jarriens. Jean-Louis et son épouse sont profondément attachés à la religion catholique et à ses enseignements moraux qu'ils inculquent à leurs enfants. Leur fils aîné, Pierre Picton, est d'ailleurs le premier prêtre issu de la paroisse de Saint-Denis de Heywood. Dans son mémoire, Jean-Louis décrit avec émotion la dernière messe à laquelle lui et les siens assistent le jour de leur départ pour le Canada, le 8 mai 1905. Tous et toutes sont réunis dans cette église, Saint-Pierre de Jarrier, que vous pouvez voir, évidemment, dans son état actuel sur la diapositive. Alors, voici comment, ou ce que Jean-Louis écrit dans son journal. Il dit « Tous nous avions passé là. Hélas, le cœur se serre à la pensée que peut-être nous ne reverrions plus cette église qui a vu disparaître un grand nombre de nos parents. Cette église qui a été le berceau de notre éducation chrétienne et catholique et qui servit d'enceinte à l'édification de notre jeunesse et par les instructions et les exemples de nos pasteurs, fit de nous tous des croyants et fervents catholiques. » Ces quelques mots rappellent que l'un des motifs principaux de l'émigration des Pictons est un motif religieux. Le départ de Jarrier se fait donc le 8 mai 1905. Le convoi se rend à pied et à dos de mule à Saint-Jean-de-Maurienne pour y prendre le train jusqu'à la gare de Lyon à Paris. Après une journée passée dans la capitale, les Jarriens se rendent à la gare Saint-Lazare pour prendre le train pour la ville portuaire normande de Dieppe. De là, ils embarquent à destination de New Haven, au Royaume-Uni. Ils y débarquent à 6 h du matin le 10 mai. Le voyage n'en est qu'à ses débuts. C'est de nouveau le train qui les conduit à Liverpool, où ils passent la nuit avant de monter sur le paquebot SS Canada afin de rejoindre la ville de Québec. Alors ici, vous voyez la liste des passagers en partance pour le Canada, où l'on voit les noms de Jean-Louis et de sa famille apparaître dans la partie que j'ai encadrée. La traversée transatlantique semble s'être passée sans problème majeur. Jean-Louis l'a décrit en quelques mots, et voici ce qu'il note à ce sujet. Les 2 premiers jours de traversée furent calmes. Les 3e et 4e et 5e jours, la mer fut mauvaise et presque tous les passagers prirent le mal de mer. Les plus éprouvés des nôtres furent Louise, Angèle, Sophie Desquier, Pam Chapelat, Pierre-Antoine Chapelat, Madame Picton-Maurice. Tous les autres n'éprouvèrent qu'un malaise passager. Moi, pour ma part, je n'ai éprouvé aucun malaise, chose à laquelle je ne m'attendais pas.
Le personnel du bateau se montra courtois à notre égard et nous n'avons que des éloges à leur adresser pour leurs bons soins. Enfin, la traversée se fit sans incident ni accident. Je n'ai pu recueillir aucune remarque particulière en cours de traversée. Finalement, les Jariens vont débarquer à Québec le 20 mai, après 10 jours de bateau. Les premières impressions consignées par Jean-Louis dans son mémoire ont trait à 2 domaines, la langue et la nourriture. D'un côté, les Jariens retrouvent avec plaisir la langue française, de l'autre, ils n'apprécient guère le goût du lait qui leur est vendu à leur arrivée. Voici l'extrait du journal de Jean-Louis qui en témoigne. Le 20 mai, nous débarquâmes à Québec. Il nous sembla d'être rentrés en France quand nous trouvâmes les laitiers du pays venant vendre leur lait, qui ne valait pas cher, aux passagers. Et ma foi, c'était en langue française qu'ils nous faisaient l'article. Autant que leur lait nous déplut, autant nous appréciâmes le parler français, car quel contraste avec pendant les 10 jours de traversée au milieu des Anglais et d'autres types de nationalités différentes dont nous ne pouvions comprendre un traître mot. Enfin, il faut se rendre au Manitoba et le voyage se fera en train après une nuit passée à la maison d'émigration à Québec. Le dimanche 21 mai, à 11 h, les Jariens montent dans le train pour Winnipeg. Après 2 jours de voyage, ils arrivent à la gare de Winnipeg où Maurice Fay les accueille. La dernière portion du voyage de Winnipeg à Heywood se fera également en train. Arrivés à destination, les Jariens doivent fournir un ultime effort. Il leur faut marcher sur un sol gorgé de l'eau printanière avant que n'arrivent des membres de la parenté pour finir le voyage en charrette. À Heywood, la nouvelle vie de Jean-Louis et de sa famille commence. Ils vont d'abord devoir attendre une quinzaine de jours avant de pouvoir intégrer leur maison, dont la construction n'est pas terminée. Finalement, abrité, comme le formule Jean-Louis, il faut s'occuper de la terre sans tarder, d'abord la débroussailler, puis la casser pour la rendre propre à la culture. Dans la suite de son mémoire, Jean-Louis décrit les 8 premières années qu'il passe au Manitoba. Son récit s'organise selon les saisons et met en évidence ses principales préoccupations, qui sont les activités agricoles et leur rendement, les soucis financiers qu'il rencontre et les aléas du climat. Il raconte aussi l'entraide entre les cultivateurs de Heywood, souvent nécessaire lorsque les intempéries et les ennuis mécaniques gênent le bon déroulement des récoltes. Voici un des passages qui témoignent de cette entraide. Les battages commencèrent avec la machine de Harrison, un Anglais du sud de Heywood, et on aurait cru que les machines elles-mêmes se mettaient de travers, car ce fut de piteux battages. Embêtés par le temps mauvais, arrêtés par la casse de la machine. Quand ce n'était pas le séparateur, c'était l'engin. Enfin, il y en avait toujours un qui était à l'infirmerie. Nous avons dû battre le jour de la Toussaint, contrairement à notre habitude, et malgré cela, la pauvre machine ne fut pas capable de battre toute notre récolte. Nous fûmes obligés, pour faire tous nos battages, d'avoir recours à la machine de M. Gautron pour finir. Le dernier jour de battage fut une lutte contre la tempête, à savoir qui aura ce qui nous restait de la récolte, elle ou nous. Ce fut nous. Mais nous avons été obligés d'avoir de l'aide des voisins et battre quand même avec le vent et la neige pour achever ceci. Finalement, le journal de Jean-Louis se termine de manière assez abrupte par l'évocation de la messe de minuit de décembre 1912 dans l'église de la jeune paroisse de Saint-Denis de Heywood. Ainsi, si son récit comporte une préface, il ne présente aucune clôture. Alors, pour conclure cette conférence, qui nous a permis de faire un voyage dans le temps, j'aimerais revenir à aujourd'hui. Comme je l'ai rapidement évoqué au début de cette présentation, j'ai eu l'occasion de faire un voyage à Jarier l'été dernier. Et j'y étais très chaleureusement accueillie par Daniel Desquier, que vous pouvez voir sur cette photo. Jean-Louis Picton était le cousin de sa grand-mère paternelle, si je ne me trompe pas, et elle a gardé des liens avec sa parenté manitobaine. Et c'est d'ailleurs en prenant contact avec Louise, que je vais avoir, je pense, le plaisir de rencontrer ce soir, l'une des petites filles de Jean-Louis Picton et qui réside à Saint-Claude, que j'ai pu être mise en relation avec Daniel. Et grâce à cette rencontre, on peut dire en quelque sorte que la boucle est bouclée,
mais que c'est aussi tout un autre pan de la recherche qui s'ouvre, celui de la persistance des liens transnationaux au fil des générations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Que vient de présenter l'analyse linguistique. Alors, je ne sais pas si vous formellement, parler de façon informelle, mais si quelqu'un a une question qui intéresse peut-être tout le groupe, on pourrait commencer par là, et voir ça se fait. Et présentez-vous, s'il vous plaît, pour que les gens... Oui, j'ai bien retenu la question de service militaire au début de Oui, c'est ça, parce que entre 20, probablement 21 ans, c'est l'âge, 21 à 23 probablement. À cette époque, c'est 3 ans de service militaire. C'est ça, je me suis interrogée là-dessus pour savoir s'il était allé dans des écoles libres. À l'époque, il y avait des écoles libres, ou s'il est allé à l'école publique, parce que depuis la loi de Jules Ferry, l'école publique était... Alors, peut-être je vais avoir l'information. J'avais ces deux pistes. Est-ce qu'il était allé à l'école libre ou à l'école de Jules Ferry, l'école publique? Mais il est allé à l'école, au moins jusqu'à l'âge de 13 ans, parce que s'il était à l'école publique, c'était obligatoire jusqu'à 13 ans à cette époque-là. Il écrit, effectivement, j'ai trouvé à la Société historique de Saint-Claude, j'ai trouvé des documents, d'autres documents qu'il avait écrits, notamment de la poésie, si je ne me trompe pas, des textes plus littéraires. Je n'ai pas eu l'occasion de les dépouiller. J'espère que je vais avoir le temps et les moyens de continuer cette recherche. Mais je crois qu'il y a des documents importants à la Société historique de Saint-Claude qui pourraient peut-être nous permettre peut-être d'explorer un peu cet aspect-là de l'éducation qu'il a eue. À 52 ans. Oui, assez jeune. Ou 52 ou 53. Je n'ai pas trouvé d'informations sur les raisons de son décès. Oui, je pense. Hein, et il est enterré avec... oui. Mm-hmm. Alors, combien il en a eu? 11? 12. 12, hein? Marcel et Jean, c'est les derniers, ça. Hein? Oui, c'est ça. 12. Alors, il y a déjà un article qui est publié, un long article avec une partie du journal, toute la partie qui raconte l'émigration que je vous ai un peu résumée ici rapidement, qui est en ligne dans un document qui s'appelle l'anthologie des récits de voyage et de migration. Donc, je peux vous donner le lien qui vous donnera accès c'est sur un site et ça devrait aussi être publié sur papier prochainement. Je ne sais pas, moi ça m'a touchée surtout, je dirais. Peut-être parce que je suis aussi migrante, pas du tout dans les mêmes conditions, mais et je viens de France et je connais aussi la Savoie. Alors je pense qu'il y avait un côté un peu personnel aussi. Je ne suis pas historienne non plus, alors je trouve que ce projet m'a permis
de toucher un petit peu à l'histoire à travers le travail sur les archives. Et je trouve ça vraiment passionnant d'avoir accès à des archives de première main, à des documents de première main, et de pouvoir mettre en évidence des documents qui sinon restent dans les archives aussi. Alors, je trouvais ça très, très intéressant en fait. Je ne sais pas, les archives, c'est tellement, il y en a tellement, on se dit comment les aborder. On arrive dans ces lieux de conservation, puis il faut commencer quelque part. Donc, on commence avec un petit mémoire, mais qui en fait nous prend plusieurs années à analyser, parce que ce n'est pas un petit mémoire, ça donne accès à toutes sortes de réflexion, d'analyse. Alors, je trouve que je n'ai pas répondu vraiment à l'idée mais c'est ça, dans le processus, c'est vraiment le fait que ça m'a touchée, puis que ça m'a aussi... je trouve que le travail des historiens qui travaillent les archives, c'est un travail essentiel. Et puis les archives familiales aussi, l'aspect familial que j'ai trouvé très, très intéressant. Nous avons des centaines de mètres d'archives. C'est pas possible. Oui. Mm. Oui. Oui. Et on peut aussi féliciter la famille d'avoir conservé. C'est vrai que dans dans son mémoire, Jean-Louis précise qu'il lègue ce document à sa descendance et qu'il veut que la descendance la conserve. Et alors, il y a vraiment une responsabilité qui est donnée à la famille, et la famille a bien tenu la promesse, ou en tout cas, elle a conservé le document, elle l'a partagé avec les archives, et donc c'est comme ça qu'on y a accès. Sinon, ça peut aussi rester et disparaître facilement dans les archives familiales. C'est là que la recherche continue. Regardez ça. Oui. Oui. Oui, c'était incroyable. L'accueil que j'ai reçu de Daniel, c'était comme si j'étais de la famille. Je me suis sentie de la famille. Je devrais m'appeler Picon, en fait. Mais vraiment, c'est en lisant ce travail de doctorat d'Audrey Pied que j'étais dans ce projet sur la migration francophone. Donc, et en voyant qu'il y avait un document qui racontait la migration des Français de Savoie, je me suis dit, bon, c'est intéressant de commencer par là pour aborder ces questions migratoires. Et puis, je m'intéressais aussi à la montagne Pembina. Donc, il y a plusieurs aspects qui est rentré dans le cadre de ma recherche. Et c'est comme ça que j'ai eu accès, que j'ai lu le document. Et je me suis dit, bon, il faudrait, parce qu'il n'avait pas été informatisé, donc c'était juste des copies papier. Donc je l'ai transcrit pour l'informatiser, pour qu'il soit. Donc c'est ça. Après, ça a fait boule de neige, puis j'ai continué. Oui.
Il y a quelques cartes postales, je pense qu'il y a dans le fond Picton, il y a des petites choses, mais à vrai dire, il y aurait probablement, même maintenant que la famille est là, peut-être qu'il y a des archives qui n'ont pas été, mais peut-être à Saint-Claude aussi, il y a des choses. Hein. Il y en a beaucoup plus dans le fond là-bas qu'ici. Alors, oui, il y a sans doute de la correspondance. Mhm. Ouais. C'est la même période. Non, Lyon, oui, c'est à côté. C'est pas vraiment Bedford, c'est Walcott. C'est Walcott. Voisin de Bedford. C'est ça la frontière. Oui, Saskatchewan. Manitoba, Saskatchewan. Mhm. Alors, en tout cas, si ça vous intéresse de lire ces lettres-là, je ne peux pas m'empêcher de partager Oui. ça parce que c'est le bien. Mais je pense que pouvoir peut-être en donner des copies aux archives pour pouvoir donner accès, allez, encore pour augmenter les mètres les kilomètres d'archives. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que les archives familiales parfois restent dans la famille, puis on se les transmet dans la famille, mais si on ne donne pas accès aux chercheurs, effectivement, on ne peut pas vraiment travailler dessus alors. Mhm. Ouais. Tous ces jeunes-là sont fait le mouvement ils sont tous restés de Manitoba, là, parce qu'on a parti ailleurs. Il y en a qui sont partis en Saskatchewan, à Saint-Front. Ils ont d'ailleurs, ouais, il y en a enfin, ils ont été à l'origine en fait de Saint-Front en Saskatchewan. Saint-Front. Oui, Saint-Front. Mais beaucoup, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont restés parce qu'on trouve encore les patronymes, mais il y a juste quelques patronymes, hein, Chaplat, Desquier, Picton, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 ou 5 patronymes. Hein, donc, on retrouve ces patronymes encore dans la région de la montagne Pamina, les Audes et puis autour. Alors, il y a une bonne partie, en tout cas, qui a fait souche et puis qui est restée là. Ça, j'ai pas étudié ce volet-là. Alors, je ne peux pas dire. Oui, non, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des Français qui sont revenus pour faire la guerre.
j'ai rien lu de ce que j'ai lu, j'ai rien lu à ce sujet-là. Je pense qu'on va passer à la deuxième phase. Plus informel. Ah ben oui. Puis moi, j'en aurai une copie, je pourrais pour ma prochaine conférence. Merci. Je peux enlever le micro. Oui.